Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet d'actualité. Je vais vous parler du stockage géologique du CO2. J'ai marqué dans le titre enjeux et défis en Europe. Vous verrez que je ne parlerai pas forcément des enjeux et défis en Europe, c'est les enjeux et défis en général du stockage géologique du CO2. Je mettrai peut-être un peu l'accent quand même sur l'Europe et la France. Alors les sujets que je compte aborder, tout d'abord, c'est les dernières données sur le réchauffement climatique. Pour pouvoir faire du stockage géologique du CO2, il faut savoir pourquoi on le fait. Donc je vais vous rappeler les dernières conclusions du GIEC, qui datent de février de cette année. Je vous parlerai du rôle du CO2 dans ce réchauffement. Je vous parlerai des origines du CO2, de l'évolution climatique, c'est-à-dire des différents modèles qu'on peut faire intégrant des scénarios d'émissions de CO2 et quelles réductions on doit envisager pour contrecarrer ces évolutions climatiques néfastes. Je vous parlerai de la filière capture et stockage géologique du CO2. Je vous parlerai de la situation de cette filière dans le monde et en Europe, la situation en France, et enfin, je dirai quelques mots, puisque nous sommes quand même dans une institution de recherche, et pas simplement de recherche appliquée, quel type de recherche fondamentale on peut conduire sur ce sujet. Alors d'abord, les observations du changement climatique. Peut-être c'est des choses que vous avez déjà vues, mais je crois que c'est une audience qui est large, hein, qui va de l'astrophysique à la télédétection en passant par la géochimie ici, donc j'ai essayé quand même de faire quelques rappels. D'abord, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Au moins, vous aurez appris ça si vous ne le savez pas aujourd'hui. C'est l'équivalent français de l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Et en février de cette année, le GIEC a rendu son dernier rapport. Et ce dernier rapport, alors je suis désolé pour ceux qui filment, mais je vais prendre la baguette. Donc le dernier rapport montre les observations de température moyenne du globe, de surface, hein, jusqu'en 2003, de 1850 à 2003, et on voit bien sûr clairement une augmentation de température, notamment une augmentation nette depuis 1950. En fait, pardon, jusqu'en 2005, pas jusqu'en 2003, c'est jusqu'en 2005 les observations. Corrélativement, on observe aussi une différence dans le niveau moyen des mers, avec une augmentation de, ici c'est en millimètres, hein, c'est gradué en millimètres, donc de moins 15 cm à plus 5 cm, avec un niveau de référence, pardon, j'aurais pu le spécifier, c'est les différences from 61 to 90. Donc en fait ici la référence c'est 90, la référence pardon c'est 61 pour la température et pour le niveau moyen aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc nous avons aussi cette observation-là sur le niveau moyen des mers. Et enfin, nous avons une diminution de la couverture neigeuse dans l'hémisphère nord, qui est aussi une observation tout à fait notable. Alors, ce qui est important dans ce rapport-là, parce que ça on le savait déjà, ce qui est important, c'est qu'on a constaté une très nette accélération de ces tendances sur les 10 dernières années. Par exemple, en ce qui concerne la température, vous avez sur ce diagramme la température moyenne du globe, toujours en référence à une moyenne 61-90 à 0 ici. Vous avez la température moyenne du globe en fonction du temps, en abscisse. Et vous avez ici une très nette accélération dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, avec des taux, ici, si on peut exprimer cet accroissement de température par des taux moyens d'augmentation de température par décennie. On avait sur 100 ans 7 centièmes de degré, et sur les 50 dernières années, on a, vous voyez, 13 centièmes de degré, cette pente-là. C'est d'autant plus remarquable qu'effectivement, les 12 années les plus chaudes de cette période-là se situent toutes depuis 1990. Dans le même temps, ils se sont intéressés le rapport du GIEC parle des contraintes anthropiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut agir sur ce réchauffement. Les contraintes anthropiques et naturelles, et on apparaît toujours, mais cette fois avec une autre échelle de temps, puisqu'on va de moins 10 000 ans jusqu'à l'actuel, les variations de différents composants de l'atmosphère, on y reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Donc vous avez en haut le CO2, au milieu le méthane et le NO2 ici. Et ce sont des gaz à effet de serre, et particulièrement le méthane et le CO2. Et l'on voit très nettement, bien évidemment, une accélération sur
le 19e siècle, depuis en fait la première révolution industrielle, le milieu des années vers 1860, on a une accélération et puis une très nette accélération sur la deuxième partie du XXe siècle. Ces valeurs de CO2 excèdent toutes les moyennes qui ont pré-industrielles. Si on s'intéresse à une autre échelle de temps, c'est-à-dire cette fois, on s'intéresse à des carottes de glace qui nous permettent de remonter à 600 000 ans. Bon, en fait, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans, mais c'est bon, je ne l'ai pas remis sur ce diagramme-là. Et qu'on regarde les concentrations en CO2 et méthane aussi, en 2005, elles excèdent de loin tout ce qui est connu depuis 650 000 ans, et on pourrait dire depuis 800 000 ans. Donc, deuxième observation forte. Juste peut-être pour rappel, j'aurais pu commencer par ça, c'était les composantes du forçage radiatif. On a vu qu'il y avait des effets. Donc le forçage radiatif, c'est tout ce qui, dans le bilan thermique à la surface du globe, va contribuer à l'augmentation ou à la diminution de température. Vous avez par exemple en forçage radiatif positif tous les gaz à effet de serre, CO2, CH4 notamment, et vous avez en forçage négatif les aérosols qui viennent contribuer au refroidissement de la Terre. Et nous avons un total net, c'est-à-dire le bilan des émissions anthropiques qui est positif. Donc on contribue, les émissions anthropiques contribuent bien évidemment au réchauffement. Alors les origines du réchauffement. Quand on prend en compte tous les forçages, qu'ils soient naturels ou anthropiques, on arrive, l'observation c'est la courbe en noir. Hein, d'accord ? Et les modèles qui prennent en compte tous les forçages, c'est la courbe en rouge avec les barres d'erreur autour. Et on voyait, quand on prend en compte tous les forçages, on explique relativement bien les observations. Par contre, lorsqu'on ne prend en compte que les forçages naturels, c'est-à-dire les cycles solaires, l'influence solaire, l'irradiance solaire et les effets des éruptions volcaniques, qui eux vont jouer en refroidissement plutôt, on a ici cette courbe en bleu qui n'explique qu'une partie, je dirais jusque vers les années 60, qu'une partie du réchauffement, mais plus du tout après. Hein. Alors il y a eu une sorte de polémique, un débat dans la presse à l'automne dernier, puis à l'Académie des sciences, qui s'en est fait ensuite l'écho. Un certain nombre de collègues de l'IPG notamment ont proposé qu'une partie du réchauffement climatique, en tout cas jusqu'en 1980, soit due à la radiance solaire. La radiance solaire qui, dans le tableau précédent, était de l'ordre de 0,12 watts par mètre carré. Un certain nombre de collègues, notamment Jean-Louis Lemoyle et Vincent Courtillot, proposent qu'elle soit plutôt de l'ordre de 1,2, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'elle n'est estimée par les experts du GIEC, et donc comparable aux effets de forçage radiatif du CO2. Il n'empêche, ces collègues, quelle que soit la façon dont ça a pu être exploité dans la presse, reconnaissent qu'à partir de 1980, de toute façon, ça ne peut plus expliquer ce qui se passe. Et que donc on constate, alors c'est peut-être un effet non linéaire, peut-être qu'on a effectivement à ce moment-là le CO2 qui prend le pas sur tout le reste, mais à partir de 1980, de toute façon, les phénomènes externes et naturels, que ce soit solaire ou les rayons cosmiques, ne peuvent expliquer à eux seuls le réchauffement. Donc je crois qu'il y a là un débat, mais en tout cas, il est clair que pour la deuxième partie du XXe siècle et pour ce qu'on connaît depuis 2000, il n'y a pas de doute, c'est bien les gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement. Alors, quelques chiffres que je voudrais que vous conserviez présents à l'esprit, c'est les augmentations de CO2 à partir des combustibles fossiles, en moyenne de 6, gigatonnes par an, 6 gigatonnes de carbone par an durant les années 90. On est passé à 7,2 gigatonnes par an sur 2000-2005. Donc les 5 premières années du XXIe siècle montrent une augmentation de un peu plus de 15% de ces émissions de CO2. Le forçage radiatif du CO2 a augmenté de 20% de 1995 à 2005. C'est la plus forte augmentation jamais constatée depuis 200 ans, au moins depuis 200 ans. Enfin, et ça c'est ce que je vous disais, pour le GIEC en tout cas, les changements dans l'irradiance solaire depuis 1750 ont causé un forçage radiatif de plus 0,12 watts par mètre carré, c'est-à-dire un facteur 10 par rapport 10 en moins par rapport au CO2.
Donc les conclusions du GIEC, vous les connaissez tous, ça a été largement repris par la presse, et puis ensuite ça a été, les politiques s'en sont emparés, puisque c'est essentiellement ces conclusions qui ont été reprises dans le condensé, le résumé destiné aux politiques. L'essentiel de l'augmentation observée de la température moyenne du globe depuis 1950 est très vraisemblablement, ça c'est très fort pour eux, c'est-à-dire avec une probabilité supérieure à 90%, due à l'augmentation constatée des gaz à effet de serre, j'ai oublié de vous dire, GES, c'est gaz à effet de serre, d'origine anthropique. Les effets, alors, première conclusion. Deuxième conclusion, les effets de ce réchauffement s'étendent désormais à d'autres aspects du climat, comme réchauffement des océans, l'augmentation de la fréquence des températures extrêmes, on l'a vu sur la dernière décennie, et le régime, bien sûr, des vents. Alors, à partir de ça, c'était des observations. À partir de ces observations, on peut faire des modèles. Des modèles qui vont intégrer, bien évidemment, toutes les contraintes de forçage dont on vient de parler. Et ces prévisions, c'est ma langue a fourché là-dessus, prévisions d'évolution climatique, on a, avec un modèle qui doublerait la concentration en CO2 actuelle, on a un réchauffement de la surface qui serait dans 2100, dans 100 ans, autour de 3 degrés, compris entre 2 et 4,5 degrés, avec des valeurs très improbables les valeurs faibles, très improbables les valeurs fortes. Donc une augmentation moyenne en 2100 de 3 degrés. Alors le GIEC a fait un certain nombre de scénarios qui sont basés sur, et c'est les modèles qui sont là, je ne vais pas vous les détailler, sachez qu'ils existent, et ces modèles, simplement, c'est soit ils s'appuient sur ces différentes écoles qui les proposent, soit ces différents scénarios de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est en jaune là, c'est si on arrêtait, si on revenait à 2000, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas le CO2, on reste à ce que c'était en 2000. On y revient puisqu'on est en 2007. On revient à 2000 et vous voyez bien sûr qu'on a un effet retard parce que l'augmentation de température, ce n'est pas instantané, ce n'est pas parce qu'on cesse, on a un effet retard sur plusieurs siècles du CO2. Et puis tous les autres scénarios, ce sont des augmentations de CO2 qui sont plausibles. Alors, là aussi, c'est le GIEC, février 2007, prédiction d'évolution climatique. Pour les 2 décennies à venir, le réchauffement moyen serait de 2 dixièmes par décennie suivant les scénarios envisagés. Si nous pouvions revenir au niveau 2000, il faudrait encore s'attendre à un réchauffement de 1 dixième par décennie sur le siècle. Donc, et ensuite aussi, le GIEC en a profité pour s'accorder un petit satisfecit, c'est-à-dire que les précédents rapports qui dataient de 2001, ils ont pu comparer les prévisions par rapport aux observations sur la période 2001-2006 et montrer que les prévisions de 2001 étaient en accord avec ce qui a été observé entre 2001 et 2006. Alors, voilà, ça c'était un rappel pour vous dire qu'il y a un réchauffement climatique, vous le saviez, et que le CO2 en est le principal acteur. Mais d'où vient ce CO2 anthropique? Ça, c'est maintenant ce dont je vais vous parler, avec les secteurs d'activité qui sont concernés, les pays émetteurs. Et la source documentaire que j'ai utilisée pour ça, c'est une agence qui s'appelle Enerdata, qui fait du consulting dans le domaine de l'énergie. D'abord, quelques chiffres clés. Sur la période 90-2003, ça va nous aider ces chiffres à comprendre aussi un peu ce qui se passe. Le produit intérieur brut moyen du globe a augmenté de 38%. La population a augmenté de 19%. Le CO2 énergie, c'est-à-dire le CO2 émis par tout le secteur énergétique, a augmenté de 21%, donc en phase à peu près avec l'augmentation de population. On est à donc 1,7% d'augmentation par habitant. Et par contre, le CO2 par PIB a diminué. C'est-à-dire que, pour faire simple, actuellement, on s'enrichit, mais en émettant moins de CO2. Alors, que représente le CO2 par rapport aux autres gaz à effet de serre? Ça peut varier. Là, je vais vous présenter une série de camemberts. À gauche, ça sera en 1990 et à droite, ça sera en 2002. Vous avez ici donc les différents gaz à effet de serre. On reconnaît le méthane. Vous avez ici tout ce qui est les composés hydrofluorures de carbone. C'est ce qu'on trouve dans les anciens climatiseurs ou dans les vaporisateurs. Vous avez le CO2 qui représentait 78% des émissions totales en 90, il représente 82,5% en 2002. Et dans les deux cas, donc, il pèse autour de 80%.
Maintenant, autre diagramme intéressant, c'est la répartition de tout ce qui a trait au secteur énergétique dans les émissions de CO2. Donc vous avez tout ce qui a trait à l'énergie, ça représente autour de 85%, et ça c'est resté assez stable sur cette décennie. Vous avez les procédés industriels, l'agriculture et les déchets qui représentent des faibles pourcentages. Donc dans l'énergie, vous avez à la fois la production d'électricité, mais aussi le transport. Quels sont les pays les plus émetteurs dans le monde? Là, vous n'allez pas être trop surpris, je pense. En 90, les USA représentaient près de 40% des émissions. Eh bien, en 2002, ça représente 46%. Donc, je sais, peut-être savez-vous pas ce que signifie annexe B? Le protocole de Kyoto de 97 a été signé par un certain nombre de pays qui figurent dans une annexe. L'annexe A, c'est la liste des gaz à effet de serre. L'annexe B, c'est la liste des pays qui ont signé le protocole de Kyoto. Un certain nombre de pays. Donc on se réfère toujours à ces pays-là comme les pays de l'annexe B. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont ratifié plus tard. Il y a 2 étapes dans Kyoto. C'est un autre sujet de conférence. Donc EU 15, c'est l'Europe à 15. Ça, c'est assez stable. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe? Les émissions de la Russie se sont effondrées, passant de 22% à 13% des émissions d'annexe B entre 1990 et 2002. Ici, ça c'est le passage au gaz naturel, je pense, par rapport au charbon. C'est une amélioration de l'efficacité énergétique des centrales. C'est un certain nombre de dispositions qu'ils ont prises. C'est assez stable côté EU. On ne voit pas apparaître la Chine, elle est dans les autres, mais on va le voir un peu plus tard. Alors en Europe, quand je fais le détail, vous voyez que grosso modo, les 5 plus grands pays de l'Europe couvrent 75% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Europe des 15, avec la France autour de 13%. L'Allemagne étant un très fort émetteur. Autre diagramme intéressant, c'est la répartition par combustible fossile, des émetteurs de CO2. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, on va regarder ça. On a 2 colonnes là, 1990 et ici 2003. Ça, c'était les émissions de CO2, donc on dit CO2 énergie. C'est donc les émissions de CO2 liées au secteur énergétique, représentaient 21 gigatonnes en 90, elles en représentent un peu plus de 26 maintenant. Et l'augmentation de 21 à 26 est due à 1,3 gigatonnes pour le pétrole, 1,7 pour le charbon, 1,4 pour le gaz. Et vous avez ici la répartition de ces émissions actuellement. 40% est lié au charbon. Et en 2003, le charbon, qui du cru dans les années 60, est devenu la principale source d'énergie, la principale source d'émissions dans le monde. Et depuis 1990, c'est le charbon qui a connu le plus fort accroissement. Et les émissions, donc, l'accroissement des émissions, c'est principalement dû au charbon. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire que le charbon, bien sûr, on pense aux pays de l'Est, Russie, Chine, on pense Pologne, on pense Allemagne, mais en France aussi, il y a des projets de centrales thermiques au charbon pour dans 10 ans. Donc, on revient à cette énergie. Autre diagramme, cette fois, c'est la répartition par grand secteur industriel, ou grand secteur d'activité plutôt, pardon. Donc toujours le même principe, en 90, c'est les émissions de les émissions totales de CO2, là, en 2003, et entre les deux, la part respective de chacune de ces domaines. On voit que l'augmentation principale, c'est l'énergie. L'industrie, ça a plutôt baissé. Résidentiel et tertiaire, ça a baissé, c'est très bien. Et les transports ont augmenté. Donc, le secteur énergétique, et dans ce secteur énergétique, principalement la production d'électricité, émet plus de la moitié des émissions totales de CO2 énergie. Le transport est le second gros émetteur. Ensuite, l'augmentation. Le secteur énergétique absorbe les 3/4 de l'accroissement des émissions depuis 1990. Et ce qu'on peut quand même regarder, constater, c'est que les autres secteurs
ont diminué depuis 90. Ça, c'est tout ce qui concerne, bon, en industriel, on est passé à d'autres modes de fabrication, mais pour le résidentiel et le tertiaire, c'est tout ce qui concerne l'amélioration du rendement des chaudières, l'isolation des maisons, etc. Bon, c'est vraiment, je ne veux pas vous abreuver, j'ai l'impression de peut-être vous assommer avec tous ces diagrammes, mais je pense qu'ils nous aident à vraiment fixer les affaires. Et notamment sur ce diagramme, vous voyez, c'est la croissance des émissions entre 2000 et 2003, à gauche en pourcentage et à droite en données brutes, en millions de tonnes de CO2. Et on voit que ces dernières années, il est clair que la Chine et la communauté des États indépendants représentent l'essentiel de l'augmentation des émissions de CO2. Voilà, je pense que c'est important. Dernier, je pense que c'est le dernier que je voulais vous montrer. Le secteur électrique, donc c'est le poids de la génération électrique dans les émissions de CO2, et qui vous montre, alors sur ce diagramme, vous avez en deux couleurs, en 90, c'est en rouge, ce qui est en gris, c'est en 2003, et on voit l'évolution du poids du secteur énergétique 2003 versus 90 pour les différents pays. On voit qu'à chaque fois, on a une très forte augmentation, bien sûr, pour la Chine et la communauté des États indépendants. Voilà. Donc en conclusion, vous avez le poids de la génération électrique dans les émissions de CO2, c'est nettement alourdi depuis 90, sauf là où on a le gaz chasse le charbon, c'est le cas de l'Europe des 15 et du Japon. On a un poids de transport qui également s'alourdit, et enfin l'industrie qui pèse de moins en moins lourd dans ses émissions de CO2. Alors, juste un petit rappel, cette croissance qu'on vient de voir, elle ne peut pas être éternelle. Parce qu'en fait, on a affaire à des ressources qui sont finies en combustibles fossiles, qu'elles soient charbon ou gaz. Il faut donc, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais il y a quand même des réserves pour 2 siècles. Donc ça peut quand même entraîner des dégâts considérables, et il faut d'ores et déjà agir si on ne veut pas avoir des effets trop néfastes. Alors c'est juste donc pour vous rappeler, actuellement l'état des réserves, c'était en 2002, mais ça n'a pas changé grand-chose en termes de pourcentage. Les réserves de carburants fossiles, vous avez 64% c'est du charbon, 18% c'est du pétrole, et 18% c'est du gaz. Et en réserve prouvée, on a 40 ans de pétrole, 60 à 100 ans de gaz, et 200 à 300 ans de charbon. Avec, là c'est un très mauvais candidat bien sûr pour l'émission de CO2, le charbon. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent bon, on est tranquille, on peut continuer à consommer puisqu'on a au moins 2 ou 3 siècles d'énergie fossile. Mais si on continue à ce rythme, les conséquences sur le climat seront considérables. Donc c'est même pas, il faut tout de suite regarder justement ces prévisions pour les 50 prochaines années. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous avez sur ce diagramme, en ordonnée, les émissions de CO2 en gigatonnes par an. Donc on est actuellement autour de 8. Hein. On est autour de 8, on est au-dessus déjà de ce diagramme qui date de 2004 pourtant. Et, en abscisse, vous avez le temps. Et c'est des modèles, prédiction, prévision, décidément j'ai du mal avec, c'est des prévisions. Vous avez 2 modèles ici. Un modèle dit BAU, business as usual, c'est-à-dire on ne change rien à notre à notre comportement. Et on continue à consommer et donc à produire du CO2, à consommer des énergies fossiles et à produire du CO2 avec un taux de croissance qui est celui que l'on connaît actuellement, 1,5% par an. Et puis il y a un autre scénario qui dit il faut réagir tout de suite et stabiliser à l'horizon 2050 à 500 ppm. Actuellement, on est à 380 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Eh bien, comment faire pour passer de ça à ça? C'est la notion de triangle de stabilisation. L'idée, c'est un collègue de Princeton qui a émis cette idée. En fait, ce n'est pas révolutionnaire comme idée, mais c'est une façon astucieuse de présenter les affaires. C'est de dire, pour passer de ça à quelque chose qui nous permet de stabiliser la concentration en CO2 en 2050, je vais diviser ce triangle de stabilisation. Chacune de ces tranches va correspondre à un moyen d'économiser le CO2 relâché dans l'atmosphère. Ces tranches-là vont remplir ce qu'on appelle le triangle de stabilisation.
Alors chacune d'entre elles, eh bien, elle correspond à des choses que vous connaissez, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'il y a une tranche. Alors une tranche, c'est 1 gigatonne par an pendant 50 ans, c'est-à-dire 25 gigatonnes. On diminue. Hein. Donc on a les énergies renouvelables qui représentent une tranche, on a l'efficacité énergétique qui représente une autre, le mix énergétique, c'est-à-dire qu'on passe d'un carburant à un autre de moins en moins polluant, on a le nucléaire, enfin la fission, hein, pas la fusion, les sols et forêts, et puis on a parmi ces solutions la capture et le stockage du CO2. Donc la capture et le stockage du CO2 est une solution parmi d'autres pour atteindre l'objectif de stabilisation de la concentration de ppm. Alors je reviens sur ce diagramme parce qu'il est très important. Donc l'idée, nous sommes, en 2004, on est ici, ce n'est pas parce qu'on est en 2007, ça ne change rien à la démonstration, 380 ppm. Si on agit maintenant, on peut stabiliser à 500 ppm en 2050, à condition d'avoir économisé ça. Hein. Si on attend 50 ans avant d'agir, ou toute valeur intermédiaire avant d'agir, on repousse la stabilisation qu'on va atteindre en termes de concentration. Si on attend 50 ans, par exemple, l'objectif qu'il faudra atteindre au XXIe siècle, à la fin du XXIe siècle, ça sera 850 ppm. Donc tout retard pris dans les actions contre les émissions de CO2 repousse la limite de concentration moyenne dans l'atmosphère à un temps ultérieur. Et puis si on ne fait rien du tout, bon alors, je vous laisse imaginer. Il y a même il y a un scénario, c'est si on consomme par exemple tout le gaz et tout le pétrole d'ici la fin de ce siècle, on est à 2000 ppm. Voilà, il y a des scénarios comme ça. Et il n'y a aucun modèle climatique de prévision qui s'appuie sur 2000 ppm. Ça, on ne sait pas faire encore. Alors, parmi les solutions possibles, aujourd'hui, tout ça, cette introduction pour vous parler de la capture et du stockage du CO2. Capture et stockage géologique du CO2. Alors, cette capture, transport et stockage de CO2, c'est une véritable filière. Filière au sens technologique du terme, filière au sens industriel du terme. On parle de CSC pour capture et stockage du CO2 ou CCS en anglais pour Carbon Capture and Storage. L'idée, c'est quoi? C'est agir sur les sources concentrées de CO2, principalement les centrales thermiques, pour capturer le CO2, le transporter et l'enfouir dans le sous-sol pour qu'il y reste plusieurs milliers d'années, si possible. C'est ce petit schéma qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source concentrée de CO2 qui peut être adaptée au stockage géologique? Il faut que ce soit un point d'émission permanent, c'est-à-dire sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Il faut qu'il y ait une haute concentration en CO2 des fumées produites, et il faut que ce ne soit pas trop loin d'un site de stockage souterrain potentiel. Voilà un bon candidat pour du stockage géologique. Eh bien, sur ce tableau, j'ai rassemblé, la source, je pense, c'est Enerdata aussi. J'ai rassemblé l'ensemble des sources de CO2 qui dépassent 0,1 million de tonnes de CO2 par an, qui sont donc des candidats au stockage géologique à cette filière-là. Eh bien, vous voyez que les centrales thermiques, ce qu'on appelle power ici, au charbon, au gaz ou au pétrole, il y en a plus de 5000 dans le monde émettant 10 gigatonnes, un peu plus de 10 gigatonnes de CO2. Vous avez ensuite les cimenteries, et puis après, par ordre décroissant, on trouve les raffineries, l'industrie sidérurgique, l'industrie pétrochimique, et tout ce qui concerne le oil and gas processing. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos sur le nombre de sources à ce niveau-là. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la biomasse, qui elle-même est génératrice de CO2, bien évidemment. Et il y a des sources concentrées qui sont suffisamment importantes pour être candidates au stockage du CO2. Donc, au total, 13 gigatonnes de carbone, de CO2, sur les 26 émis annuellement. Plus de la moitié des émissions mondiales pourraient faire l'objet d'un stockage géologique. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette filière? Vous avez ici une vue d'artiste, vous avez des alimentations en combustible, vous avez ici une partie d'usine, et puis vous avez ensuite des tuyaux, des gazoducs, et du stockage dans le sous-sol. Donc il y a une partie qu'on appelle la capture, c'est tout ce qui va se faire au niveau des usines. Vous avez une partie transport,
et vous avez une partie stockage. Dans la partie stockage, on distingue le stockage géologique proprement dit, en subsurface, dans le sous-sol, et le stockage dans l'océan. Alors juste, puisqu'on va parler de ça, je fais juste un petit rappel, puisqu'on va parler de CO2 supercritique un peu plus tard. Voici un diagramme de phase du CO2 qui vous montre que le CO2, dans les conditions normales, se trouve à l'état gazeux, mais quand on le porte à une certaine pression et à une certaine température, 7,73 bars et 31 degrés C, on atteint le domaine supercritique, où il a la viscosité d'un gaz, donc c'est pratique pour le transport, et la densité d'un liquide, c'est aussi pratique pour le stockage, cette fois, puisqu'on peut stocker de plus grandes quantités dans un volume plus petit. Donc l'idée, c'est de trouver des conditions qui nous mènent à un domaine supercritique pour le CO2, aussi bien pour le transport que pour le stockage. Donc voilà le schéma de principe général de l'injection du CO2, hein, un seul diagramme. On l'a capturé le CO2, on l'injecte en profondeur à un état où il est supercritique, c'est-à-dire qu'on rencontre les conditions de pression et de température dont je viens de vous parler. Typiquement, avec un gradient géothermique normal, c'est autour de 800 mètres de profondeur. Et il peut rester à cet endroit à l'état supercritique s'il est piégé, sous forme gazeuse ou dissous dans l'eau. Ou alors, il peut remonter à la faveur d'un certain nombre de choses. Et à ce moment-là, dans sa remontée vers la surface éventuelle, et ça sera les fuites, on y viendra un tout petit peu plus tard, dans sa remontée, il va passer par les différents stades de supercritique à gazeux au fur et à mesure de sa surface. Alors, la capture du CO2, voilà la vision des industriels. Ils aimeraient bien que ça se passe comme ça. Ça, c'est l'état actuel. Et puis après, on a cette vision extraordinaire de belles centrales propres. Alors, vous allez me dire, pourquoi il y a une cheminée, puisqu'il n'y a plus rien à rejeter. Mais c'est parce qu'on ne les a pas encore faites. Il faudrait la gommer, en fait, cette cheminée. Elle n'aurait plus de raison d'être. Un peu pour la vapeur d'eau, peut-être. Alors, les différents schémas de capture. Donc, vous l'avez compris, la capture, c'est quoi? C'est séparer le CO2 du reste des fumées. Hein. Alors, il y a plusieurs procédés. Là aussi, je vais passer très très vite. Hein. C'est une vision vraiment générale. Hein. Je vous brosse un tableau assez impressionniste de cette filière. On part la filière la plus classique, c'est la combustion. C'est-à-dire, vous prenez un combustible, quel qu'il soit, pétrole, charbon, gaz, vous faites réagir avec l'air, vous avez de la combustion. Et après cette combustion, sur les fumées qui sortent, vous séparez le CO2. Bon, il y a le N2 qu'on réutilise éventuellement ou qu'on stocke différemment. Et le CO2, vous le comprimez, vous enlevez tout vous le déshydratez, et ensuite, vous le transportez. Deuxième filière. Alors cette filière-là, elle est très bien parce qu'on n'a pas à changer les centrales thermiques actuelles. Les centrales thermiques actuelles, il suffit de lui rajouter un dispositif de capture derrière, et ça marche. Mais ce n'est pas très efficace sur un plan énergétique. Donc on a pensé à d'autres filières, et notamment la capture pré-combustion. Alors, dans la capture pré-combustion, qu'est-ce qu'on fait? On sépare dans les chaînes hydrocarbonées, on sépare le H2 du CO2 avant la combustion. Et la combustion se fait H2 plus R. Et donc là, on a génération de CO2, et puis après, pareil, même schéma. Et enfin, on a un troisième procédé, c'est l'oxycombustion, où on sépare l'oxygène de l'air et on le fait réagir avec les combustibles. Et en sortie, on n'a que du CO2, on n'a pas autre chose. On n'a pas besoin de mettre de dispositif de capture. Voilà les trois procédés industriels existants. Et là où les choses se corsent, c'est que ce procédé, ça consomme évidemment de l'énergie. Hein. Actuellement, on est entre 10 et 40%. Donc on dégage plus de CO2 pour en sauver. Et en plus, la capture, elle n'est jamais efficace à 100%. Donc on a une efficacité de la capture de 85 à 95%. Donc en fait, ce qu'on peut espérer au mieux, c'est une réduction nette de CO2 de l'ordre de 90%. Et dans cette filière-là, on parle de CO2 évité plutôt que de CO2 capturé. Donc voici la notion. Vous avez ici une centrale de référence, une centrale thermique de référence, une centrale électrique. Vous avez ce qui est émis, c'est en hachuré rouge. Et vous avez ici la même centrale, mais avec un dispositif de capture. Vous voyez qu'il y en a une partie qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut jamais capturer, qui est de l'ordre de 10%, 5 à 15%.
Et ce que vous allez pouvoir éviter, c'est cette partie-là, par rapport à la centrale existante. Et en fait, le CO2 que vous aurez capturé, c'est plus. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit que cette filière-là, elle va dégager plus de CO2, bien sûr, et surtout, elle va consommer plus d'énergie. Pour faire simple, ça peut diminuer le rendement d'une centrale de 10 à 20%. Donc il faudra aussi que quelqu'un paye à un moment ou à un autre, probablement le consommateur. Il existe déjà des installations de capture. On n'est pas dans le domaine de la recherche là-dessus. Enfin, la recherche, c'est de la recherche technologique pour améliorer les procédés et les coûts. Mais il y a déjà des installations grandeur nature, industrielles. Voici deux exemples, un en Malaisie, un aux États-Unis. Donc c'est vraiment des gros machins, c'est vraiment des grosses usines. Ça, c'est un exemple de capture post-combustion sur une centrale électrique à gaz avec une production de 0,2 millions de tonnes de CO2 par an. Vous avez ici de la capture pré-combustion sur une usine de gazéification du charbon dans le Dakota du Nord aux USA, qui alimente d'ailleurs un site de pilote d'injection de CO2 au Canada, à Weyburn. C'est là 3,3 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'était pour la capture. Alors passons maintenant au transport. Le transport, ça se fait, vous avez ici un panneau, ça se fait déjà de façon courante dans le monde et notamment aux États-Unis. Vous avez ici un pipeline qui transporte du CO2, un gazoduc. Et effectivement, le CO2 peut être transporté par gazoduc ou par bateau. Et aux USA, il existe déjà plusieurs milliers de kilomètres de gazoducs pour des actions de récupération assistée d'hydrocarbures. Sans rentrer dans le détail, dans un champ pétrolier en fin d'exploitation ou en cours d'exploitation, il peut y avoir des huiles qui ne remontent pas normalement, naturellement. On pousse donc ces huiles en injectant du CO2 derrière. On pousse avec du CO2. Et c'est pour ça que tous ces réseaux-là ont été développés dans les années 50. Mais il n'y a aucune réglementation qui existe. Le transport se fait sous forme supercritique. Il y a des risques de corrosion et de formation d'hydrates dans les gazoducs. Mais le transport, vous l'avez compris, c'est pas là non plus où on va faire beaucoup de recherches. C'est assez bien maîtrisé, cet aspect-là. Alors, on va parler du stockage maintenant. Alors, le stockage, vous aviez dans les années 80, début des années 90, plusieurs manips qui pensaient on capture le CO2 sur une usine à terre et ensuite, par des gazoducs, on va carrément l'épandre sur le plancher océanique. Alors là, vous avez un panache qui va se dissoudre dans l'eau ou éventuellement former une nappe au fond de l'océan. Alors, toutes ces premières manips ont été faites au large de Monterey. Évidemment, vous imaginez, quand le CO2 se substitue à l'eau de mer, dans ce genre de choses, il y a plus il y a un impact sur la biosphère qui est considérable. Donc déjà, ça a été très mal vécu par les organisations écologistes et de défense de l'environnement de Californie. Alors, ils ont dit de faire un projet à Hawaï. Et ce projet à Hawaï, ça a là aussi capoté. Toute la population s'est mobilisée parce que pour les Polynésiens, et Hawaï est la partie nord du triangle polynésien, la mer, c'est sacré. Et mettre ce genre de choses dans la mer, eh bien, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc, depuis 1990, c'est resté complètement à l'état de projet balbutiant, et il semblerait même que ce soit contraire mais là, il y a des arguties juridiques, au traité de Londres, qui est l'utilisation de la mer. Donc, pour l'instant, plus personne n'en parle. Voilà. Sauf les Japonais. Un petit peu. Donc moi, je vais vous parler essentiellement aujourd'hui du stockage géologique du CO2. Je vais vous rappeler brièvement le type de piégeage, les grands types de réservoirs, les sites existants et les projets. Alors, le type de piégeage. On a plusieurs types de piégeage avec des sécurités qui vont de faibles à élevées. D'abord, ça peut être sous forme gazeuse, ce qu'on appelle un piégeage immiscible, c'est-à-dire que vous avez grosso modo le gaz qui est piégé par un accident tectonique, structural, un pli, une faille, bref, ce qu'on rencontre classiquement dans les réservoirs pétroliers ou gaziers. Ce n'est pas un stockage très fiable. Vous avez un piégeage soluble, qui est déjà, c'est-à-dire le gaz se dissout dans l'eau, c'est déjà plus fiable. Piégeage ionique. Et enfin, le piégeage minéral, c'est-à-dire vous avez incorporation du CO2, précipitation de carbonate. Ça, c'est un système, c'est un stockage pérenne pour plusieurs millions d'années. Donc, c'est la sécurité maximale. Donc, juste pour vous dire que quand on peut rencontrer dans un stockage de CO2
les différents modes de stockage au fur et à mesure de la vie de l'injection et du réservoir par la suite. Les formations géologiques concernées, eh bien, il y en a de 3 types, 2 principales, les gisements de pétrole ou de gaz en fin d'exploitation, qui représenteraient de 600 à 900 gigatonnes en termes de stockage. Je vous rappelle les chiffres, c'est 26 gigatonnes par an d'émissions. Donc là, ça ne représente pas beaucoup. Un candidat très sérieux, par contre, c'est les aquifères salins profonds, qui ne sont pas exploités, bien sûr, pour l'eau potable, qui représentent, eux, de 1000 à 10 000 gigatonnes en stockage potentiel. Vous voyez, des chiffres pareils, il y a un ordre de grandeur, c'est parce qu'on connaît mal ces formations. Et puis ensuite, vous avez les veines de charbon non exploitées, parce que de 5 à 200 gigatonnes, mais ça, c'est un peu pour l'anecdote, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais pas seulement ça, il y a aussi les roches basiques. On peut aussi stocker du CO2 dans des roches basiques. Et ça, c'est, je dis le grand absent parce que cette filière-là, vous l'avez compris, elle a été développée par les pétroliers, les industriels, et généralement, ils font dans les milieux qu'ils connaissent le mieux, c'est les bassins sédimentaires. Et donc, pour eux, les roches basiques, il était hors de question d'y stocker quoi que ce soit. Mais on peut y faire de la recherche dessus. On fait une recherche actuellement active sur ces milieux-là. Les avantages et inconvénients des différents milieux, des différentes formations géologiques. Les gisements d'hydrocarbures, si le gaz, l'huile, ils sont restés pendant des millions d'années, c'est des bonnes structures piégeantes. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est étanche, on le sait, sur des temps géologiques, en tout cas au gaz non réactif. Ce sont des objets connus géologiquement, ça c'est le plus intéressant. On a fait beaucoup d'études sur eux. Et puis il y a un intérêt économique via le Enhanced Oil Recovery ou Enhanced Gas Recovery, c'est la récupération assistée. Je vous ai dit tout à l'heure, on pousse avec du CO2. Les veines de charbon, non exploitées bien sûr. L'inconvénient, le volume poreux et la perméabilité sont faibles. L'avantage, c'est qu'on récupère du méthane, c'est-à-dire par adsorption du CO2, c'est du méthane qui est dégagé. Mais le méthane, il faut bien le récupérer derrière, parce que c'est 24 fois plus efficace comme gaz à effet de serre que le CO2. Les aquifères salins, l'intérêt, c'est les grandes capacités de stockage. Plusieurs milliers de gigatonnes. L'avantage, c'est aussi une eau non potable, donc pas de problème, pas de conflit d'usage. L'inconvénient majeur, c'est qu'ils ne sont pas connus, forcément, puisqu'il n'y avait pas d'eau potable. Les roches basiques, ça c'est une niche, c'est une voie de recherche pour des équipes plus académiques, je dirais, qu'industrielles. L'inconvénient, c'est que les volumes poreux et les perméabilités sont faibles. L'avantage principal, c'est le stockage minéral. Le CO2 va réagir avec les silicates pour précipiter des carbonates. Parlons un peu d'argent, donc, parce que ça, c'est comme dans toute filière industrielle, il y a des enjeux considérables, mais il faut faire tout de suite des évaluations économiques. Et le coût de la tonne de CO2 évité, in fine, ça va être la somme de différents coûts. Le coût de la capture et de la compression, ça aussi c'est gourmand en énergie. Le prix du transport, par gazoduc ou bateau, le prix du stockage, entre parenthèses, de bateau, plus la distance est grande, plus il fuit. Il y a de l'ordre de 2% de fuite sur les méthaniers par 1000 km. C'est des choses que l'on ignore souvent. Donc il faut faire, c'est probablement quelque chose à éviter. Stockage du CO2, caractérisation géologique, injection de CO2, surveillance et monitoring, tout ça, ça a un coût. Voilà. Toutes les technologies qui sont mises en place, qui sont utilisées là, elles sont connues, mais elles ne sont pas connues à l'échelle de sites industriels. Alors voilà, une estimation en 2007 qui a été faite par une collègue, Paola Cossi de l'IFP. Vous avez des coûts de captage, vous avez pour les différentes étapes une estimation. Autour de 40 € la tonne de CO2 pour le captage, ou capture, moi je préfère capture, en comprimant à 110 bars. Vous avez coût de transport, ça c'est pas très cher, en tout cas sur des courtes distances. Et vous avez le stockage, qui pour l'instant, mais c'est vraiment à la louche, c'est de l'ordre de 1 € la tonne de CO2 pour 1 million de tonnes par an, ou 5 € par tonne pour 10 millions de tonnes par an. Vous voyez qu'on peut faire des rabais si vous prenez en quantité. Donc le coût total, il est entre 43 et 52 € par tonne de CO2 évité pour 10 millions de tonnes par an. Alors on considère que ça commence à devenir intéressant économiquement. Mais ça veut dire des surcoûts très importants au niveau du kilowattheure sur la facture d'électricité, in fine. Il faudra
ça va avoir un prix, bien évidemment. Juste pour terminer, les industriels considèrent, eux, comme vraiment intéressant quand on tombera à 20 € la tonne de CO2. Donc, actuellement, tous les progrès vont sur la capture, puisque c'est ça qui coûte le plus cher actuellement. Alors, vous allez me dire, c'est une vision d'esprit. Non, non, il y a déjà des stockages géologiques qui existent. Et il y en a plusieurs qui sont prévus. Voici une carte du monde avec un certain nombre de symboles. Donc, je vais vous expliquer très rapidement. Les carrés rouges sont ceux où il y a déjà des sites de stockage de CO2. Vous avez Sleipner en mer du Nord, je reviendrai dessus. Vous avez In Salah en Algérie et vous avez Frio, au Texas. Et vous avez Minami Nagaoka au Japon. Vous en avez d'autres qui sont en projet. Quand je dis projet, c'est des choses qui vont se concrétiser dans les 3-4 ans qui viennent. Vous avez Snøhvit, qui est probablement le plus avancé, Ketsin, qui est un site d'injection pilote qui devrait démarrer cette année. Vous en avez 2 en Australie. Bref, c'est quelque chose qui se met en place. Et puis vous avez ceux où le CO2 est utilisé pour faire de l'enhanced oil recovery, la récupération assistée d'hydrocarbures. Ça n'a pas été développé dans un but de stockage du CO2, mais finalement, on stocke du CO2. Et en tout cas, on peut utiliser ces sites-là pour faire des manips. C'est toutes les étoiles noires, ici, notamment Weyburn, qui est un site pilote à ce niveau-là. Et puis, vous avez K12B, qui est un site hollandais aussi. Donc, on n'est plus au stade des cartons et des projets. Il y a vraiment des choses qui fonctionnent grandeur nature. Pour vous parler des plus importants, c'est-à-dire ceux vraiment sur lesquels il y a eu des études scientifiques de fait, ou tout au moins une certaine ouverture vers la communauté scientifique, ils sont répertoriés dans ce tableau. Vous avez donc Weyburn au Canada, avec un stockage prévu de 20 millions de tonnes de CO2. In Salah en Algérie, avec 17 millions de tonnes. Sleipner, avec 20 millions de tonnes. Alors vous voyez, ici, c'est depuis maintenant 11 ans. On a 11 ans de recul sur Sleipner. En Hollande, on a le K12B, ça c'est depuis 3 ans seulement, avec 8 millions de tonnes. Et puis Frio, mais ça c'est vraiment une manip expérimentale, puisqu'ils pensent injecter 1600 tonnes seulement, et qui a démarré en 2004. Je vous donne un exemple maintenant de ce champ historique, Sleipner, qui appartient à la compagnie Statoil, la compagnie norvégienne. C'est un gisement de gaz qui est exploité en mer du Nord. Je ne sais pas si là j'ai... Oui. Dès le milieu des années 90, on a exploité ce gaz naturel depuis les années 80, mais il contenait 9% de CO2 dans le réservoir. Or, les spécifications de la vente de gaz autorisent un maximum de 2,5%, parce qu'au-delà, on abîme les gazoducs, etc. Donc en fait, ils exploitaient le gaz et puis ils rejetaient le CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qui se fait sur 80% des gisements dans le monde, entre parenthèses. Et puis, le gouvernement norvégien a introduit une taxe sur les émissions de CO2 à 50 € la tonne. Ils ont fait un calcul, ils ont dit ça va nous coûter moins cher de le stocker. Donc ils ont décidé de réinjecter le CO2 en 91 et en 96, ils ont démarré cette injection. Et du coup, comme c'était une opération un peu pilote, ils l'ont ouvert en partie à la communauté scientifique. Et donc, il y a eu un certain nombre de manips qui ont pu être conduites, mais pas vraiment complètement. Donc voilà le principe de base. Vous avez une formation dans laquelle on exploite du méthane, profonde. On ne connaît pas la profondeur exacte, puisque c'est confidentiel. Et puis à 700 mètres, vous avez des grès du Tsira, une formation en aquifère, qui est à 700 mètres de profondeur. Donc on prend le méthane, on sépare le CO2 du méthane, et on réinjecte le CO2 à cet endroit-là. Et le CO2, on le suit par des méthodes géophysiques. On a pu suivre la bulle depuis... et ça, ce sont des niveaux d'argile qui sont imperméables. Donc on a suivi le devenir de la bulle depuis 1996. Alors juste pour frapper les esprits, la capacité de stockage de cet aquifère, vous voyez ici, ça c'est Sleipner, le puits que je vous ai montré. Ça c'est l'étendue de la formation graiseuse du Tsira.
on pourrait stocker plus de 1000 fois les émissions annuelles de CO2 en Europe. Hein. Donc, c'est pour vous donner une idée du volume gigantesque de stockage dans les aquifères de ce type. Alors, le stockage géologique en France, ça c'est d'après des documents BRGM de cette année. Alors, peut-être vous ne lisez pas les rapports du ministère de l'écologie et de l'environnement durable, mais je vous invite à le faire. Parce qu'il y a un rapport, dit le rapport RADAN de la mission interministérielle sur l'effet de serre, qui date de 2004, qui affiche les objectifs gouvernementaux de division par 4 des émissions de CO2 en France à l'horizon 2020, 2012 même. L'idée, pourquoi division par 4 ? C'est un chiffre qui frappe. Hein, c'est de limiter, si on veut limiter la concentration du CO2 à moins de 450 ppm, on a vu qu'on n'y arrivera pas. Hein. Maintenant, on n'arrivera jamais à cet objectif en 2050. Ce sera plutôt 500. Et tenter de contenir le réchauffement mondial à moins de 2 degrés, il faut diviser les émissions mondiales de gaz à effet de serre par 2. Ça, c'est l'objectif que se sont fixés l'ensemble des pays. Mais comme il y a des pays qui n'ont pas les technologies qui leur permettent de diminuer de CO2 sans diminuer leur croissance, et qu'on ne peut pas interdire à ces pays d'accéder à un niveau de vie qui est le nôtre, l'idée c'est que les pays les plus industrialisés divisent eux par 4 leurs émissions, de façon à compenser le fait que les pays du Sud ne peuvent pas diminuer leurs émissions. Donc voilà l'objectif actuellement du ministère de l'écologie et du développement durable. Enfin, donc je ne sais pas si Alain Juppé reprendra ces objectifs, mais c'est bien ceux qui étaient ceux de notre gouvernement jusqu'il y a 3 ans. Je passe là-dessus. La conséquence pratique, en dehors de toute la politique que vous connaissez, qui est menée par l'ADEME, économie d'énergie, amélioration du rendement des moteurs, enfin bref, toute cette panoplie de solutions, et puis le nucléaire en France qui tient une grande part, toute cette panoplie de solutions, il y a le stockage géologique. Et le stockage géologique du CO2 doit offrir des capacités de stockage de l'ordre de 100 à 300 millions de tonnes de CO2 par an, hein, pour atteindre cet objectif-là. Et on doit donc disposer en France d'une capacité de 5 à 10 gigatonnes de stockage. Bon, alors on les a. Je vais passer très vite. C'était simplement pour vous dire qu'en France, il existe des gisements naturels de CO2, notamment dans la vallée du Rhône. C'est ce qu'on appelle la province carbogazeuse du sud de la France, du sud-est, avec les sources que vous connaissez bien, hein, Perrier qui est ici, et puis là on a pas mal de sources du côté de Vals-les-Bains en Ardèche, la source Badois, je vous recommande, très bien. Et vous avez ici du Montmiral, vous avez Air Liquide qui exploite du CO2 là, le CO2 qui est utilisé ensuite dans les usines, et notamment dans les usines Coca-Cola, et vient de ce site principalement. Donc on a en France des analogues naturels de stockage de CO2, ou tout au moins des analogues naturels de fuite de CO2, puisqu'on a des circulations de CO2, qui permettent de monter des manips, et en tout cas de montrer qu'on peut vivre à proximité de tels stockages. Ça, c'est pas mal pour l'acceptabilité sociale. On a aussi en France une grosse expérience de stockage de gaz. On a depuis 50 ans plusieurs sites qui sont exploités par Gaz de France. Hein. Vous avez en France tout un réseau, soit en aquifères profonds, hein, des stockages de gaz, soit dans des réservoirs de type salin, épuisé. Les capacités de stockage, hein, je pense que c'est ça le plus important. On va regarder le bassin de Paris d'abord. Vous avez des gisements d'hydrocarbures qui représentent 100 millions de tonnes, c'est pas grand-chose, mais vous avez surtout de gros aquifères. 26 000 millions de tonnes, c'est 26 gigatonnes. Donc, vous voyez, on pourrait stocker 1 an d'émissions mondiales dans cet aquifère-là. Vous avez les bassins houillés, mais ça c'est plutôt pour l'anecdote. Dans le sud-est, on n'a pas d'évaluation des capacités des aquifères. Et puis dans le bassin d'Aquitaine non plus. Mais par contre, on a des gisements d'hydrocarbures, vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui est autour de lacs. Et puis ce qui est en rouge, c'est les plus gros émetteurs de CO2, vous voyez. Donc là, il y a des endroits, là c'est bien, à lac, on pourra trouver des capacités de stockage, mais ici il faut faire pas mal de travaux encore pour essayer de matcher, c'est-à-dire de trouver une correspondance entre les sites d'émission et les sites de stockage. 2 sites de démonstration, 2 sites pilotes sont prévus en France dans un horizon 3 ans, on va dire. C'est un projet dans le bassin de Paris,
CPER, contrat de plan État-région, entre le Conseil régional d'Île-de-France et un certain nombre d'organismes de l'État. Pour des émissions fossiles, on parle actuellement d'un projet de centrale thermique oxycombustion pour d'Alstom. Et puis vous avez, mais ça c'est pour l'instant complètement suspendu. En fait, il n'y a vraiment rien de concret qui est fait. Par contre, il y a quelque chose de très concret, c'est le projet ALAC, le projet de démonstration intégrée de Total, qui a été annoncé officiellement par Industriel, pas Indutriel. Et ce projet-là est conduit entièrement de A à Z par, je passe là-dessus, par la compagnie Total, qui va revamper, alors c'est un mot bizarre, hein, revamper, il va en fait transformer une centrale thermique en lui adjoignant un procédé d'oxycombustion pour la rendre propre. Hein. Donc on prend une centrale existante de 35 MW et on la transforme en une centrale oxycombustion de 30 MW. Vous voyez la perte de rendement entre les deux. Hein. On utilise un combustible riche en sulfure. Il y aura un traitement innovant des gaz. Et puis ensuite, c'est surtout ça qui nous intéresse, ils vont injecter 150 kilotonnes de CO2 dans un réservoir épuisé qui est situé à 5000 mètres de profondeur. Donc ça va être un pilote absolument intégré, c'est-à-dire de la capture, transport et stockage géologique. Il est prévu de démarrer dès l'an prochain et l'injection durerait 2 ans. Alors, le temps passe. J'avais prévu de vous parler donc le stockage géologique. Vous voyez qu'il y a des enjeux techniques. Quels sont ces enjeux techniques? Il s'agit de contrôler le stockage et ses environs pour pas qu'il y ait de fuite de CO2. On va mettre en œuvre des techniques de contrôle, des méthodes sismiques, des traceurs géochimiques, des capteurs de déformation ou électriques ou électromagnétiques. Et puis, on a un deuxième enjeu, c'est d'optimiser le stockage et d'assurer le confinement. Et pour ça, on va mettre en œuvre des outils de modélisation numérique à 2 échelles de temps. L'échelle locale, c'est-à-dire l'échelle de l'injection qui durerait entre 10 et 40 ans, et puis l'échelle régionale, l'échelle long terme, sur plusieurs milliers d'années. Et puis il y a des enjeux. Alors là, c'est le type de modélisation qu'on fait. Vous voyez, l'idée, on prend, par exemple, ça c'était dans un aquifère, c'est un cas d'étude du BRGM. On injecte en zéro et puis on regarde l'évolution du CO2 dissous dans cet aquifère. Comment il se comporte, où va-t-on le retrouver au bout de tant d'années, etc. Vous voyez le type d'études qu'on peut faire. Hein. Alors je voulais vous dire, mais je n'aurai absolument pas le temps d'en parler parce que là c'est très long en fait, c'est qu'en fait il y a place, dans tout ce que je vous ai montré, vous pourriez penser qu'on en est vraiment à une réalisation industrielle, mais il y a place à pas mal d'études fondamentales encore. Hein. Et la communauté scientifique, à côté de ces enjeux techniques, il y a des enjeux scientifiques. Et notamment, c'est tout ce qui concerne le devenir du CO2 une fois qu'on l'a injecté. Le CO2, c'est un gaz acide. Il va réagir avec le milieu. Et la recherche académique a son mot à dire là-dedans, et notamment la recherche académique française. Il y a en France une quinzaine d'équipes associées au CNRS qui travaillent sur cette thématique, y compris ici, vous avez une équipe qui travaille là-dessus. Et ça concerne environ une cinquantaine de chercheurs et d'ingénieurs permanents. Hein. Sans compter le nombre de thèses maintenant qui est non négligeable. Il y a au moins une dizaine de thèses qui ont été soutenues sur cette thématique. Ça, c'est la recherche académique. La recherche technologique, j'ai oublié de vous dire, bien sûr qu'il y a 2 grands acteurs institutionnels qui la poursuivent depuis le milieu des années 90, c'est le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, et l'IFP, Institut français du pétrole, qui eux consacrent aussi beaucoup de moyens. Pour l'IFPC, c'est un de ces 5 objectifs prioritaires en termes stratégiques, et il consacre plusieurs dizaines de millions d'euros et plus de 120 ingénieurs à cette thématique. C'est vraiment quelque chose de solide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en science, nous? Eh bien, il y a plusieurs choses auxquelles on peut s'intéresser, plusieurs défis. Vous avez le stockage minéral dans les formations basiques, parce qu'on a vu que ça avait été un peu délaissé par le canal historique de la recherche sur le stockage géologique du CO2. Et puis vous avez la modélisation expérimentale du transport réactif, c'est-à-dire on prend des carottes et puis on regarde, on injecte du CO2, différentes conditions de pression et de température, avec des impuretés, parce qu'on n'aura pas toujours du CO2 à 100%. Il faut acquérir des données de base, les thermodynamiques et cinétiques, dissolution, précipitation, sur les fluides, les solides, les interfaces, qui vont venir nourrir les modèles que l'on fera après. Il y a aussi quelque chose qui a complètement été laissé pour compte et sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est le rôle de la biosphère profonde. Il y a en profondeur, à l'endroit où on injecte une biosphère, elle n'est pas très active, pas très forcément causante,
mais elle est là, il y a des bactéries, il y a des choses. Elle joue un rôle dans les cinétiques de réaction. Et puis aussi, on peut se poser la question de l'impact de l'injection du CO2 sur cette biosphère. Et enfin, il y a encore pas mal d'améliorations théoriques à apporter au modèle numérique de transport réactif de CO2 dans les réservoirs géologiques. Je vais probablement faire très très vite. Donc je passe, puisque ça va faire 1 heure maintenant. Je reviendrai, si vous voulez. Alors, voilà, je voulais vous dire un mot d'un programme européen, quand même, avant de partir. C'est un programme qui s'appelle GRASP, pour Greenhouse Gas Removal Apprenticeship and Student Programme. Ce programme a été lancé en octobre 2006, il va durer 4 ans. Et c'est un peu de publicité, hein, je fais. Il comporte 16 participants, il est coordonné par mon institut. Et on y trouve, je les cherche, ils sont peut-être sous la bannière, ici, vous avez le LMTG, de l'AMP, et puis vous avez des partenaires qui sont industriels, vous avez Schlumberger, Air Liquide, EDF, et puis des partenaires académiques, les principaux poids lourds académiques européens de la recherche en ce domaine. Vous avez l'ETH, l'Université de Cambridge, l'Imperial College, l'École normale supérieure, le Max Planck Institute à Bremerhaven, l'Université technologique de Delft, vous avez l'Institut Vernadsky de Moscou et vous avez le GFZ à Potsdam. Tous ces gens ont décidé de se mettre ensemble. Bon, vous voyez les pays oui, bon, il y a peu de gens du Sud, c'est vrai. On s'ouvrira. Pour l'instant, c'est assez nord, c'est vrai. L'idée, c'est quoi? L'objectif principal, c'est de former un groupe de jeunes chercheurs qui soient capables de prendre en charge cette filière et les enjeux techniques et scientifiques de cette filière dans les décennies à venir. Le réseau finance 10 postdocs et 11 thèses de doctorat. Je fais un appel ici aux étudiants qui voudraient soit poursuivre en postdoc, s'ils ont une thèse, soit s'ils ont un master poursuivre en thèse. Dans les partenaires, nous avons actuellement 3 thèses seulement sur les 11 qui sont pourvues. Alors pour conclure, je dois conclure, alors il faut dire adieu à ça, c'est-à-dire aux locomotives à vapeur, c'est un grand déchirement pour moi qui aime beaucoup les trains. Donc vous avez, ça c'est des gros émetteurs de CO2, donc on ne les verra plus probablement dans quelques temps. Donc pour conclure, je voulais vous dire que la capture et stockage du CO2 présente des enjeux économiques considérables qui ont été rappelés par le Conseil européen du 20 février 2007, Conseil des ministres, avec un objectif de moins 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 90. Ce qui signifie 20% de gains en efficacité énergétique et 20% d'énergie d'origine renouvelable. Ce n'est pas simplement la CSC qui est promue ainsi. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça pourrait se traduire par une directive européenne qui serait contraignante. C'est que dès 2020, toute nouvelle centrale charbon, parce qu'on prévoit d'en construire beaucoup, devra être équipée d'un dispositif de capture de CO2. Il y a un concept, un projet, un programme qui a été lancé par la Commission européenne qui s'appelle le ZEP, pour Zero Emission Fossil Fuel Power Plant Platform, qui vise à avoir des centrales zéro émission à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif, il y a 12 pilotes qui sont prévus en Europe. Je vous ai parlé de 2 projets en France. Il y aura Ketzin aussi en Allemagne. Et ça représente 1740 MW. Ce n'est pas beaucoup, hein. Une tranche normale de centrale, c'est 1000 MW. Donc c'est vraiment, on est au stade du pilote, avec 12 millions de tonnes de CO2 par an de stockage. Mais en 2020, on passerait au stade industriel, vraiment. Je le rappelle là-dessus sur ce document du BRGM, qui vous montre un peu l'historique. Depuis 1995, c'était essentiellement l'industrie pétrolière et gazière qui a piloté cette filière, avec les sites tests qui sont là. À partir de 2008, et sous l'impulsion de la Commission européenne, on a vraiment des démonstrateurs de la filière pour le secteur énergétique, avec les plus grands acteurs dans ce milieu. On retrouve Vattenfall, qui est l'équivalent d'EDF pour l'Allemagne, on retrouve Total. Et puis vous avez, au-delà, 2015-2020, on quitte l'expérimental, on quitte le pilote
pour aborder le stockage massif des productions industrielles pour les centrales thermiques, les raffineries, cimenteries, aciéries, etc. Et puis éventuellement l'industrie minière. Et elle, oui, pardon, une scorie. Et la filière CSC présente encore de formidables défis, notamment deux défis de la sélection des meilleurs types de réservoirs. Hein, ça, c'est tout un enjeu pour les géologues et les géophysiciens. Le défi de la modélisation de l'injection de grands volumes de gaz dans des réservoirs géologiques. Pour l'instant, on se contente de modéliser au niveau de l'injection de petites quantités de CO2. Des défis au niveau du contrôle et de la gestion des processus d'injection au niveau du forage et du réservoir. Un défi qui est celui-là majeur, parce qu'il va conditionner l'acceptabilité par la population de la filière, c'est le devenir des gaz à effet de serre stockés sur des milliers d'années. Et là, j'ouvre juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a un énorme débat actuellement. C'est s'il y a une chose qui est claire, c'est les industriels qui vont injecter, qui vont avoir la responsabilité de l'injection. Une fois qu'elle est terminée, qui va prendre la responsabilité de surveiller pendant des centaines d'années? Hein, et j'ai souvent la coutume de dire centaines d'années, aucune entreprise ne dure plus de sur ces périodes-là. Même les États ont du mal. Alors moi, j'ai suggéré le Vatican. Mais bon, on verra. On verra. Choix des outils adaptés pour la surveillance du site. Ça, c'est un enjeu majeur aussi. Il s'agit justement, si maintenant on sait mettre en œuvre des outils, ils sont très chers. Donc l'idée, c'est de développer des outils portables, peu chers, qui puissent faire cette surveillance pendant des siècles, sans coûter grand-chose, et qui soient bien adaptés au site. Voici les formidables défis qui signifient qu'il y a, je voudrais que vous conserviez au moins ce chiffre en tête, il y a 2000 sites de stockage qui sont prévus à l'horizon 2020, avec des centaines d'emplois à la clé, à un niveau d'ingénieurs en géologie, géophysique et géochimie. Et je voulais terminer là-dessus.